Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est en train de se connecter. Tout le Bonjour. monde est en train d'arriver pour euh, cette masterclass, en tout cas la troisième masterclass cette année. Alors, pour le bon fonctionnement, si chacun pouvait couper son micro, ça serait parfait parce que sinon on ne s'entend pas. Et naturellement, je pense que vous avez l'habitude aussi pour, entre autres, les caméras, car comme nous sommes très nombreux, que le flux puisse être fluide, entre autres, et positif. Alors, ce soir, je suis très heureux, d'abord parce que je suis avec vous, ça c'est un premier point, et ensuite, je suis très heureux parce que c'est une masterclass un peu particulière. Alors, elle est un peu particulière pour différentes raisons. La première, c'est que c'est la première fois que nous faisons une masterclass avec un alumni dans lequel je pourrais vous dire quelques mots plus tard. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, ce soir, nous avons le droit à deux intervenants, qui est normal puisque on va évoquer un sujet qui est très large, voilà, puisque on va parler entre autres de technologie blockchain, mais pas seulement, puisque on va parler du métaverse. Beaucoup doivent se demander qu'est-ce que c'est, puisqu'on parle vraiment de technologie future et récente, et vous avez dû voir que Facebook va changer de nom pour s'appeler Meta, et que c'est les GAFA investissent de manière importante dans ce domaine. Et puis certains d'entre eux, si certains font du gaming, petit clin d'œil à ma chaise, vous devez savoir aussi ce qu'est entre autres un NFT, entre autres. Donc, sujet très intéressant, blockchain, ICO, métaverse, NFT. En ce moment, il y a beaucoup de levées de fonds. Il y a même un broker en France qui commercialise un certificat, entre autres sur tous les produits de métaverse, qui est coté sur la bourse de Suisse, la bourse en Suisse. Donc voilà, donc c'est des sujets qui nous a toujours tenu à cœur, puisque nous sommes une des premières écoles en France à avoir donné des cours sur la blockchain, la première école au monde à avoir accepté le paiement en Bitcoin. Donc c'est évident que nous devons être forts sur la métaverse, et je voulais qu'on puisse avoir des experts dans ce domaine pour pouvoir vous en parler sur les métiers d'avenir. D'ailleurs, on parle de métiers d'avenir, mais métiers même aujourd'hui, puisque nos deux invités, Prince Lujou et Emilien Ercolani, sont des spécialistes dans ce domaine. Alors, on a Emilien Ercolani, qui est, on va dire, un peu pour caricaturer un peu le geek, hein, le technicien, qui s'occupe plutôt de la partie développement et entre autres la réalisation technique. Voilà. Et puis, ce soir, nous avons Prince Lujou, qui est un alumni de Financia. Quoi? Donc, il a été, bonsoir Prince, il a été sur les bancs, comme vous, chez Financia. Alors, pour tout vous dire, il était originaire de Belgique, et il avait déjà un master, et il voulait avoir un master un peu plus international, de qualité, et donc il a choisi Financia. Suite à ça, il a eu un très beau parcours, puisqu'il a travaillé à Londres, entre autres chez un broker, et puis ensuite chez un Big Four, puisqu'il a travaillé un certain temps chez Deloitte, en Angleterre, qu'on appelle Constantin, c'est la société qui avait acheté. Puis il est revenu en France, et il a eu cette idée avec Emilien et un autre associé avocat de créer Maestria Blockchain. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir un alumni qui était sur les bancs comme vous, qui a eu un parcours d'excellence en sortant, et en plus, un entrepreneur, puisque il a co-créé
Maestria Blockchain. Alors, j'ai beaucoup aimé le développement de Maestria qui connaît un certain succès, puisqu'ils ont déjà des clients et certains qui ont pignon sur rue, des opérations qui sont faites. Et je pense que le succès est fait au relationnel et l'originalité au fait d'avoir agrégé des talents. Voilà. Donc, on a la partie conseil par Prince, la partie technique par Emilien, et il y a un des troisièmes associés qui est un cabinet d'avocats spécialisé sur la blockchain, la crypto, en tout cas un des points référents, et ce qui fait l'originalité, puisqu'en France, on a des créations d'entreprises, mais pas aussi abouties, et qui sont transversales à 360 degrés. C'est pour ça que souvent, des fois, dans les masterclass, certains de nos étudiants disent c'est pas un sujet qui me concerne. En fait, en finance, tous les sujets concernent puisqu'ils sont transversaux. Et on le voit bien dans la blockchain. Les gens qui font finance de marché s'intéressent peut-être plutôt au trading. Ceux qui font conformité plutôt à la partie, entre autres, légale. Ceux qui font finance d'entreprise en montage. Mais ceux qui font gestion de patrimoine, la commercialisation, comment leurs clients conseiller leurs clients dans ce monde d'investissement, et même dans l'immobilier, où je vous rappelle que la technologie de la blockchain s'est énormément appliquée à toutes les sociétés de moyens de paiement, si on prend les États-Unis. Et le deuxième secteur qui est impacté est le secteur de l'immobilier, dans lequel il y a énormément d'évolution sur ces métiers de la blockchain. Donc, je vais leur donner la parole. Vous aurez l'occasion de poser des questions, de pouvoir les écrire. Et puis, d'ici 30-40 minutes à peu près, je prendrai la parole pour synthétiser vos questions et pouvoir leur poser directement. Voilà. Donc, Prince Emilien, je vous donne la parole et merci encore à vous d'être là. Merci. Alors. Allô, tout le monde m'entend? Alfonso, tu m'entends bien? Tout le monde t'entend. Très bien. Et on l'entend. Ok. Alors, bon, on va commencer. Hop. Prince, tu veux que j'introduise peut-être et qu'on commence? Oui, alors, Émilien, je te laisse la parole, je te laisse introduire et je reprendrai la parole juste après toi. Bah, ça marche. Bah, si vous voulez bien, moi je vais commencer par. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Tu vois, ça fait super plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à tout ça et de plus en plus parce que c'est super important. C'est quelque chose, on s'efforce avec Prince et pas que nous, évidemment, l'ensemble de l'écosystème essaye de faire parler de ces sujets qui sont évidemment des sujets d'avenir. Nous, on en est convaincus, évidemment, parce qu'on travaille là-dedans avec Prince. Et voilà, si on peut vous convaincre, ne serait-ce que de vous intéresser à tout ça, c'est déjà un pari réussi. Je vais commencer par une présentation synthétique de Maestria Blockchain, sur qui on est, pourquoi on en est arrivé là. Si vous le voulez bien. Alors, je crois qu'il y avait une slide après, peut-être qui sera plus parlante, Prince, si tu veux bien. Celle juste après sur Maestria Blockchain, c'est quoi? Et sur en fait un peu l'ensemble des services. Alors, pour schématiser, avec Prince et notre troisième associé Cédric Dubuc, on a un positionnement qui est un petit peu original par rapport au cabinet de conseil que je vais qualifier de traditionnel, dans le sens où on se focalise finalement sur ce qu'on sait faire le mieux. Moi, j'ai eu la chance de découvrir la technologie blockchain en 2013, donc je suis un peu un dinosaure à l'échelle de la technologie, ce qui fait que j'ai une très bonne, voire très bonne connaissance, on va dire, théorique de l'écosystème, de son développement, de comment ça fonctionne, de la technologie, etc. Du coup, la première partie naturelle, si je puis dire, sur le cabinet, c'est une partie qu'on appelle cadrage technologique. La majorité des clients en fait qui arrivent se disent, nous disent, on a une idée,
on veut mettre quelque chose en forme. Par contre, aidez-nous finalement justement à créer un produit qui soit aussi adéquat et en ligne, on va dire, avec la technologie blockchain. Donc ça, c'est vraiment le premier travail qu'on peut réaliser vis-à-vis des entreprises. On a aussi une casquette qui est de gestion de projet, on va dire, hein, parce qu'on les accompagne. On a une particularité, c'est qu'on n'est jamais sur du temps très court, sur des missions comme ça. On est vraiment sur du temps moyen, voire du temps long, la plupart du temps, parce que c'est des projets qui mettent longtemps à se mettre en place en termes de développement. Généralement aussi, il y a du financement, ça on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Donc la première brique est vraiment une brique de cadrage technologique. La seconde brique, c'est une brique qu'on appelle juridique et fiscalité. Pour ça, en fait, avec Prince, on s'est associé avec un cabinet d'avocats tout entier, qui est le cabinet Bruzo-Dubuc, qui est basé à Aix-en-Provence et qui a la particularité de s'être intéressé très tôt aussi aux problématiques juridiques, réglementaires et fiscales liées à la blockchain et aux tokens et aux NFT, aux métaverses, etc. Donc, on a la chance de travailler avec eux, d'autant plus qu'ils sont très en avance sur leur temps. C'est-à-dire, il y a quelques mois déjà, ça a été les premiers à sortir un livre blanc intitulé Regard juridique sur les NFT. Voilà, tout est dans le titre. Donc, on a la chance d'avoir finalement une sorte de ce que je vais qualifier d'ingénierie juridique derrière nous, de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et ils sont vastes, ils sont compliqués, ils sont pas toujours, comment dire, la loi. Il y a encore certains flous juridiques, on va dire, donc il est quand même très important d'être accompagné aussi sur ce genre de partie. Et la troisième brique est la brique finance globale, hein, qui peut aller finalement de la conception de business plan, de travailler sur des modèles économiques de produits et de services qu'on peut accompagner, jusqu'à des nouveaux métiers qui, je pense, peuvent intéresser, et je m'adresse plutôt aux étudiants de Financia Business School, des métiers comme ce qu'on appelle aujourd'hui les tokenomiques, qui sont vraiment des nouveaux métiers. Donc la tokenomique, pour faire très simple, c'est vraiment matérialiser quelque part un actif numérique, lui donner corps, lui donner vie de manière financière, lui donner une valeur, en fait, tout simplement. Et ça, c'est Prince, ici présent, qui pourra beaucoup mieux en parler que moi, parce que c'est un des premiers spécialistes en France sur la question, parce qu'on a commencé à travailler très tôt ensemble, enfin il y a déjà plusieurs années ensemble. Donc aujourd'hui, il a une vraie expertise sur le sujet qu'on développe et sur laquelle on essaie de capitaliser. Pour pas faire trop long, voilà, juste je résume ce que je disais. Donc on a vraiment cette approche un petit peu originale qui est de dire, voilà, nous on fait du cadrage technologique, on fait du cadrage juridique, réglementaire, fiscal, et on fait de l'accompagnement et de la structuration financière sur les aspects que je viens de mentionner, à savoir business plan, création de tokenomics. Et évidemment, on peut aller plus loin aussi sur de la levée de fonds, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Prince, il y avait une slide après, je crois. Bon, Maestria, c'est qui? Déjà, vous avez deux parties prenantes en face de vous. Cédric Dubuc, que je mentionnais tout à l'heure, qui est donc associé au sein du cabinet Bruzo-Dubuc, qui est basé à Aix-en-Provence. Pour l'anecdote, c'est peut-être une autre originalité. On sort un peu, pardon, mais du cercle parisiano-parisien, des fois de ces secteurs d'activité. Prince, qui se présentera mieux que moi et qui a donc en charge toute la partie finance chez nous, et moi-même, donc, qui m'occupe plutôt vraiment de la gestion de projet, du cadrage technologique, de par mon expertise, si je puis dire, en termes de technologie blockchain. Prince, il y a quoi après? Si tu peux continuer. Alors, merci Alfonso, merci Emilien de m'avoir présenté. Je vais compléter juste par quelques phrases et on enchaînera. Effectivement, moi j'étais de Bruxelles à la base, donc je suis arrivé à Paris pour parfaire mon parcours académique à Financia Business School. Pour des raisons évidentes, le corps professoral m'avait plu et puis le projet que j'avais était totalement compatible avec ce que proposait Financia
Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris et que comme certains d'entre vous, étudiants, été sur les bancs financières jusqu'à continuer mon parcours à Londres et puis revenir en France. Avec Maestria à Blockchain, ce que Emilien disait tout à l'heure, il y a des nouveaux métiers qui peuvent effectivement sortir, notamment au niveau de la tokenomics. Donc, la tokenomics, c'est quoi? C'est en fait, c'est toute cette analyse où on a des projets autour de la blockchain, où on a des porteurs de projets qui veulent créer des jetons. Et en fait, ces jetons, on ne les crée pas comme ça en imaginant un nombre au hasard. Il faut une véritable analyse qui cadre fortement avec le projet existant. Et cette analyse, en fait, demande aussi des notions. Ah, allô? Cette analyse demande aussi des notions financières, des notions sur l'expertise au niveau de la blockchain. Donc, c'est une expertise qui est, on va dire, sectorisée et aussi de l'expérience. Donc, le tout m'a permis, en tout cas, à réaliser pas mal de missions avec Emilien et notre autre associé, Cédric Dubuc, qui aujourd'hui n'est pas là. Pour tout ce qui était partie réglementaire, c'est Cédric Dubuc qui s'en occupait, étant donné qu'il est associé au cabinet d'avocats basé à Londres. Voilà pour la présentation. On va pas tarder à commencer. Donc, en fait, aujourd'hui, on voulait évoquer les sujets de la blockchain, NFT et Metaverse parce que ce sont des sujets qui intéressent énormément de personnes et il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas toujours. Le but ici, c'est pas de rentrer totalement dans le détail, mais c'est de donner un aperçu de ce que c'est de façon basique et puis évoquer les cas d'usage que l'on peut en faire par la suite. Alors, la blockchain, d'abord. Si je peux demander à quelqu'un de couper le micro, s'il vous plaît, ce serait bien. Je ne sais pas c'est qui. Alors, la blockchain. D'abord, la blockchain, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde se demande, oui, mais la blockchain, on parle de la blockchain, on parle du Bitcoin, on parle des Ethers. Finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, la blockchain, en fait, il faut l'imaginer comme une espèce de base de données qui est en fait décentralisée et qui n'a pas d'organisme de contrôle. En fait, cette base de données, elle permet d'enregistrer toutes les transactions qui y sont effectuées et en fait, toutes ces transactions, elles restent figées dans le marbre. Pour mieux comprendre comment ça se passe aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un client qui va dans un supermarché ou peu importe et qui veut utiliser sa carte bleue pour payer un article. Eh bien, le client, lui, il va utiliser sa carte bleue. Il va donc passer un ordre que seule la banque pourra être au courant de cet ordre d'achat. Et la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, si vous pouvez couper le micro, ce serait gentil, merci. Et la banque, elle va vérifier l'identité de la personne qui passe l'ordre, c'est-à-dire est-ce que la personne, eh bien, c'est bien le client de la banque? Est-ce que la personne a bien les fonds suffisants pour effectuer cet ordre? Et si oui, après validation, alors la banque va enregistrer cet ordre donc dans un compte qui est privé, dans un livre, et enfin, le bénéficiaire pourra recevoir ses fonds. Ça, c'est ce qui se passe au niveau d'un processus qui est totalement centralisé. Au niveau de la blockchain, ça se passe un peu différemment. Comment ça se passe? Donc, on vient de voir que lorsqu'on passe une transaction au niveau de la banque, 2 secondes, j'ai des petits problèmes avec mes slides. Au niveau de la blockchain, il faudra imaginer en fait que l'institution financière à gauche qui est la banque, eh bien, au niveau de la blockchain, elle n'existe pas, simplement. Parce que l'idée, c'était d'éviter de passer par un intermédiaire financier qui contrôle votre argent. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez une somme d'argent en banque, vous êtes parfois limité au niveau des retraits. Vous avez des conditions qui ne vous permettent pas de faire tout ce que vous voulez avec votre propre argent parce que la banque contrôle votre argent. Dans l'univers décentralisé, les choses sont différentes. Donc, pour la même transaction que je viens d'évoquer, si imaginez qu'il y a une personne qui veut envoyer, on va dire, Madame A veut envoyer de l'argent à Monsieur X, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les personnes qui font partie du réseau de la blockchain auront la possibilité de voir quel ordre Madame A envoyé pour Monsieur X. Donc, tous ces membres du réseau vont vérifier l'identité qui, en fait, est codifiée, parce qu'en fait, si on n'a pas l'identité, on n'a pas le nom. Et cette information, une fois qu'elle est vérifiée, on regarde si la personne qui émet l'ordre a bien les fonds suffisants. Une fois que les informations sont validées, on enregistre donc ces informations dans un compte qui, cette fois-ci, est public. Donc, tout le monde a accès à ce registre.
une fois que ce registre, une fois que l'inscription est inscrite dans le registre, il y a validation. C'est le concept un peu du processus décentralisé. Mais en réalité, ces livres de compte dont je vous parle, eh bien, ce ne sont pas des livres à proprement parler. Ce sont des ordinateurs que chaque personne qui fait partie du réseau possède chez lui. Donc, au lieu de parler des livres centralisés, en fait, ce sont des puissances de calcul qui proviennent en fait des serveurs et des espaces de stockage de chaque ordinateur que possède un individu. Et c'est grâce à cet espace de stockage et à cette puissance de calcul que les transactions peuvent être opérées au niveau de la blockchain. Concrètement, donc vous avez dans le milieu, on va dire classique, un registre de compte. Et chaque registre de compte, on peut l'imaginer comme un grand livre avec des pages. Et en fait, à chaque fois qu'une page va être remplie de transactions, eh bien, on va passer à une nouvelle page. Au niveau de la blockchain, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on a un bloc qui est composé de l'ensemble des transactions qui sont opérées au niveau de la blockchain. Lorsque ce bloc est rempli, si vous voulez, eh bien, il y a un processus pour passer à un nouveau bloc. Eh bien, ce processus, comme ça se passe au niveau du registre du livre qui enregistre les transactions, ce sont ces blocs qui contiennent l'ensemble des transactions. Donc, il est caractérisé par une signature. Chaque bloc peut être identifié au niveau de la blockchain et l'empreinte. 20h30, mec. L'empreinte. C'est plus une présentation de notre école. Ouais, l'empreinte de. Si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Chaque bloc est identifiable au niveau de la blockchain. Alors, comment on peut reconnaître un bloc dans la blockchain? Parce que ce bloc a une empreinte. Ce bloc a une signature qui permet de l'identifier. Eh bien, cette signature, c'est ce qu'on appelle le hash. C'est l'empreinte du bloc. Et à chaque fois que l'on crée un nouveau bloc, eh bien, le nouveau bloc possède aussi la référence de l'ancien bloc. C'est ce qui permet en fait de suivre la traçabilité et d'assurer l'ordre au niveau de la blockchain. Pour pouvoir faire fonctionner tout ça, et forcément, il y a eu donc la première technologie qui a été créée par… Alors aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si le génie ou les génies, on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un nom. C'est Satoshi Nakamoto qui avait donc imaginé cette technologie pour essayer d'effectuer des transactions de façon décentralisée sans passer par des tiers. Alors, l'objectif, c'était quoi? C'était clairement ça. Pouvoir faire des transactions de pair à pair, donc M. A peut envoyer de l'argent à M. B sans que l'on puisse nous imposer qu'est-ce qu'on doit faire de notre argent. C'était un peu ça l'idée. Le G20 aujourd'hui nous considère que le Bitcoin, c'est un crypto-actif, c'est-à-dire un actif qui est, on va dire, plus ou moins virtuel, qui est stocké sur un support électronique qui permet en fait à une communauté d'utilisateurs qui acceptent ces paiements de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale. Parce que le Bitcoin aujourd'hui ne repose pas sur un sous-jacent, tout comme vous pouvez l'imaginer, un actif qui repose sur un sous-jacent, que ça peut être par exemple de la matière première, ça peut être des pierres précieuses ou autre. Aujourd'hui, le Bitcoin ne repose que sur son principe et sur la confiance que les gens lui accordent. Il n'y a absolument pas de sous-jacent derrière. Alors, comment ça fonctionne? Sans aller trop loin dans le détail. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur la blockchain et que vous voulez effectuer une transaction dans la blockchain, d'abord, premièrement, il vous faut ce qu'on appelle un portefeuille numérique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'argent cash, soit c'est en compte en banque, soit c'est dans votre portefeuille que vous mettez dans votre poche. Eh bien, dans la blockchain, ce portefeuille est bel et bien existant, sauf qu'il est numérique. Il y a plusieurs formes de portefeuilles. Vous avez des portefeuilles de type MetaMask et vous avez des portefeuilles de type Ledger qui ressemblent, on va dire, à des clés USB que l'on peut dissocier de la blockchain, si vous voulez. Mais ces portefeuilles permettent à chaque utilisateur de conserver la crypto-monnaie qu'elle a pu acquérir sur le marché. Donc, premièrement, il faut avoir un wallet. Deuxièmement, lorsque vous voulez effectuer une transaction, vous devez donc renseigner
l'adresse du destinataire. Je rappelle que les adresses des destinataires, ce ne sont pas des adresses physiques, ce sont des adresses qui sont, si vous voulez, codifiées. C'est un ensemble, c'est un ensemble alphanumérique qui compose l'adresse de chaque personne. Donc, vous devez connaître l'adresse de la personne pour pouvoir lui envoyer, effectuer une transaction pour cette personne-là. Une fois que vous envoyez, vous renseignez les informations relatives au destinataire, c'est à ce moment-là qu'en fait, il y a un transfert d'ordre qui est effectué sur le réseau. Ce transfert d'ordre, il arrive comment? C'est-à-dire que il y a vous allez valider d'abord que c'est bien vous qui avez effectué l'ordre. Comment vous allez le valider? C'est parce que vous allez signer. Donc, quand vous allez créer votre wallet, j'espère que je ne perds pas le public, vous serez en possession de ce qu'on appelle de deux clés. Vous avez d'un côté une clé privée et d'un autre côté une clé publique. La clé publique, c'est une clé qui permet à chaque utilisateur de transmettre l'information à quiconque veut lui envoyer de l'argent. C'est un peu comme si, dans le monde classique, vous voulez m'envoyer de l'argent sur mon compte, je vais vous transmettre mon IBAN, entre guillemets. Mais si dans mon application, je vais envoyer de l'argent, vous avez une application qui vous oblige à signer, donc vous avez votre code secret pour valider. C'est le même principe qui se passe au niveau de la blockchain. Donc, vous validez l'ordre. Une fois que cet ordre est validé, donc il y a le point 4, la transaction arrive sur un bloc à miner. Alors, les blocs à miner, c'est quoi? C'est comme alors, les blocs à miner, c'est… Imaginez une classe, une classe à financière où vous avez un prof de mathématiques, par exemple, qui vous dit, voilà, il y a une équation mathématique, j'aimerais bien que vous résolviez cette équation. Eh bien, là, tous les élèves commencent à bûcher, à travailler, à essayer de résoudre. Et en fait, tous ces étudiants qui sont dans la classe en train de résoudre l'équation mathématique, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans la blockchain des mineurs. C'est-à-dire qu'ils vont dans la classe, ils ont leur cerveau et leur crayon pour essayer de répondre à résoudre l'équation. Dans la blockchain, en fait, ils ont leur serveur, leur ordinateur, qui a une certaine puissance de calcul. Et en fonction de la puissance de calcul, le premier qui réussira à résoudre l'équation mathématique, eh bien, ce sera lui qui aura validé la transaction. Donc, comment ça se passe concrètement? Je valide, je suis dans la classe, je réussis mon équation, je lève la main, je dis à tout le monde, voilà, j'ai réussi l'équation et j'envoie la solution à tout le monde. Une fois que la solution est envoyée à tout le monde valide en disant, eh bien, Prince a réussi cette équation, donc tout le monde s'accorde à ce que ce soit Prince qui valide la transaction. Et c'est comme ça. Alors, la récompense que moi j'ai derrière, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir validé et trouvé cette équation et avoir résolu cette équation, la récompense, c'est que le réseau va me rétribuer en un certain pourcentage de Bitcoin. D'où le but, en fait, de rémunérer les mineurs en Bitcoin. Alors, aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'encre qui coule au niveau de cette technologie parce que les puissances de calcul, en fait, demandent des grands serveurs qui sont très consommateurs d'énergie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la plupart des technologies qui sont arrivées après la blockchain œuvrent en tout cas à essayer de développer des transactions qui ne sont pas très consommateurs d'énergie. Enfin, quand la transaction arrive au niveau du minage, donc c'est le point 5, on a donc la compétition. Et cette compétition, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Donc, c'est celui qui aura la puissance de calcul la plus forte ou le plus rapide qui pourra effectivement résoudre telle équation. Alors, ensuite, lorsque l'équation est résolue, le mineur gagnant, il envoie le bloc à tout le réseau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'élève dans la classe qui envoie la solution à tous les élèves. Et tous les élèves le valident. Et quand tous les élèves le valident, eh bien, l'argent arrive finalement chez le destinataire. Toute cette transaction que je viens de vous expliquer, ça se passe forcément en quelques secondes. Ça ne prend pas autant de temps comme je viens de l'expliquer. Alors, toujours un problème avec mes slides. Aujourd'hui, le Bitcoin, lorsqu'on parle du Bitcoin ou de l'univers des crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a énormément de crypto-monnaies qui sont créées aujourd'hui. En revanche, seul le Bitcoin représente en fait la plus grosse capitalisation boursière à ce jour. Vous avez devant vous à l'écran
le poids. Donc, imaginez ce grand rectangle où le Bitcoin aujourd'hui domine à hauteur de près de 40% du poids de toutes les crypto-monnaies. Ensuite, il y a l'ETH, qui est donc la crypto-monnaie qui a été créée sur la technologie Ethereum. Et puis, vous en avez d'autres, tels que le Solana, le BNB, enfin, toutes les autres crypto-monnaies qui ont été créées bien après. En termes de capitalisation boursière, lorsqu'on fait un comparatif de janvier 2019 à janvier 2022, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque au début, donc nous sommes le 7 janvier 2019, qu'est-ce qui se passait? C'est que le Bitcoin était toujours présent, il représentait, en tout cas la capitalisation boursière était à hauteur de 56%. Et lorsqu'on regarde la deuxième crypto-monnaie qui suit juste après le Bitcoin, l'Ethereum, en 2019, était à près de 10%. Et les autres, donc juste en dessous à gauche, les autres représentaient 16%. Quand je parle des autres, ce sont toutes les crypto-monnaies qui ont été créées après, que ce soit les altcoins ou les tokens. Ensuite, arrivé à janvier 2020, qu'est-ce que l'on constate? On constate que le Bitcoin, en fait, c'était son pic. Il avait atteint son pic, il avait dépassé plus de 65%, c'était en janvier 2020. Et qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique? C'est qu'il y a un bel effet de corrélation lorsque le Bitcoin varie. Il y a un adage qui dit lorsque le Bitcoin éternue, c'est toutes les autres crypto-monnaies qui sont enrhumées. Eh bien, on peut le remarquer ici. Lorsque le Bitcoin augmente, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que, en fait, en tout cas de janvier 2019 à janvier 2020, il y a une évolution à la baisse de toutes les autres crypto-monnaies. De janvier 2020 à novembre 2020, en gris, on peut percevoir le graphique de l'Ethereum. Le graphique de l'Ethereum nous montre qu'en fait, à partir de janvier 2020 jusqu'à novembre 2020, l'Ethereum a commencé à avoir, on va dire, un sens opposé au Bitcoin. C'est-à-dire que l'augmentation du cours de l'Ethereum n'était plus corrélée à la fluctuation du cours du Bitcoin. Et on le constate bien, donc de janvier 2020 à novembre 2020, le Bitcoin baisse, l'Ethereum augmente. Pareil, de novembre 2020 à janvier 2021, le Bitcoin augmente, mais l'Ethereum continue d'augmenter, contrairement aux autres crypto-monnaies. Et aujourd'hui, en 2022, le cours du Bitcoin représente près de 39%. Donc, par rapport à ce qu'on avait vu avant, donc, sur la slide précédente, on était à 41% du poids. C'est plus ou moins les mêmes valeurs. Ethereum aujourd'hui a largement augmenté à près de 19%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'applicatifs qui ont été créés sur la blockchain Ethereum, ce qui a donné une certaine confiance. Aujourd'hui, tous les applicatifs qui sont créés pour les NFT, la grande majorité sont créés sur la technologie Ethereum. Alors, on parlait d'effet de rotation sectorielle, c'est-à-dire que lorsque le Bitcoin baisse, eh bien, en fait, c'est favorable à la hausse des autres crypto-monnaies. Il y a un effet de vase communicant, sauf évidemment pour l'Ethereum qui, en fait, a commencé à faire cavaler seul en 2020. Alors, le NFT. Hop, désolé. Petit souci avec mes slides. Alors, le NFT, c'est quoi? Alors, le NFT, donc c'est ce que quand on ne connaît pas, on va sur YouTube, on va sur Google, on essaie de savoir finalement c'est quoi un NFT, mais en général, même après avoir lu la première définition, on ne comprend pas toujours. Bon, on va essayer de dédramatiser le tout. Le NFT, c'est aujourd'hui, c'est un jeton non fongible qui permet en fait d'associer un actif non fongible. Cet actif peut être une image, une vidéo, une musique, peu importe, mais on doit l'associer à un jeton numérique. Celui qui le fait, celui qui le crée, en tout cas, il est propriétaire donc de ce NFT. Et ce NFT a une particularité, c'est d'être authentique parce qu'en plus, on peut totalement le vérifier dans la blockchain. Alors, lorsqu'on parle de fongible, non fongible, finalement, c'est quoi? Le terme économique
du mot fongible, c'est un terme économique et juridique, désigne la capacité d'un actif à être échangé contre un autre actif de même valeur. Donc aujourd'hui, si j'ai un billet de 5 euros, je peux échanger mon billet de 5 euros contre un autre billet de 5 euros. Ou alors, je peux échanger un billet de 5 euros contre 5 pièces de 1 euro. Pourquoi je peux le faire avec cet actif, avec ce billet? C'est parce que justement, il y a cette fongibilité de l'actif. En revanche, si par exemple, vous prenez, une œuvre d'art, dans le cas, par exemple, Le Fils de l'homme de René Magritte, est-ce que vous êtes propriétaire de cette œuvre d'art? Vous ne pouvez pas l'échanger contre la même œuvre d'art parce que cette œuvre d'art a été créée dans des conditions bien particulières, avec des peintures bien particulières, à un moment bien précis. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas le rendre fongible et ça fait de cette œuvre d'art qui soit non fongible. C'est un actif qui est non fongible parce qu'on ne peut pas l'échanger contre un autre actif de la même valeur. En tout cas, ce sera compliqué. Pareil, vous avez par exemple ce Dom Pérignon rosé de Mathusalem de 96, qui est une bouteille extrêmement chère et rare. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin en disant, bon voilà, j'échange cette bouteille contre la même bouteille dans le magasin, par exemple. C'est pas possible. Ce sont des actifs en fait qui sont non fongibles. Alors, concrètement, on parle d'actifs fongibles, on parle d'actifs non fongibles, mais finalement, c'est quoi? Aujourd'hui, si moi j'ai une photo ou une vidéo et les gens se posent la question, comment je peux faire pour transformer mon image en NFT? Si j'ai une vidéo ou peu importe, comme je viens de définir, comment je peux transformer mon actif en un NFT? Comment je peux le faire? Eh bien, pour pouvoir le faire, il faut comprendre la notion du smart contract. Pourquoi on doit comprendre cette notion? Parce que c'est cette notion qui va vous permettre, entre guillemets, de transformer l'actif que vous avez en un NFT. Donc, le smart contract, c'est tout à l'heure, on parlait de jetons numériques dans la définition en disant que… désolé, avec slide, oh là là, mon problème. On parlait dans la définition que de le fait d'associer un actif non fongible à un jeton numérique. Dans l'esprit, il ne faut pas imaginer le jeton comme une pièce. Il faut imaginer le jeton, en fait, comme un contrat intelligent. C'est-à-dire, c'est une ligne de code informatique qui, en fait, renferme toutes les spécificités qui sont liées à l'actif que l'on associe. Eh bien, ce contrat intelligent, en fait, à quel moment il va s'exécuter? Il va s'exécuter quand toutes les conditions qu'on aura remplies, quand toutes les conditions, seront remplies pour l'exécution. C'est à ce moment-là que le smart contract s'exécute dans la blockchain. Donc, à gauche, vous avez tous les formats que vous pouvez avoir, des images, des photos, des vidéos, de la musique, des œuvres d'art, des contrats, des diplômes, des titres financiers, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, tous les actifs que vous pouvez imaginer, vous pouvez les NFTiser entre guillemets, et pour pouvoir le faire, vous devez l'enrober en fait d'un smart contract. Parce que c'est que le smart contract qui va permettre, d'abord, d'authentifier que c'est bien vous qui êtes propriétaire de l'œuvre que vous voulez enrober. Deuxièmement, ce smart contract va permettre aux autres d'authentifier en disant si ce NFT existe, je connais le propriétaire, je sais quand est-ce qu'il a été créé, je sais combien de fois il a été vendu, je connais les conditions qui sont dedans, enfin, toutes les informations que vous pouvez imaginer, on le met dans un smart contract, ce qui fait que vos actifs qui sont à gauche deviennent des smart contracts à droite grâce au NFT. Donc, derrière ces actifs, il y a bel et bien un NFT. Ensuite, dans les catégories des NFT, qu'est-ce qu'on retrouve dans les catégories des NFT? Et ça, c'est quelque chose que c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand on entend NFT, on voit souvent des images que énormément de stars et même des personnes intéressées dans le milieu des NFT achetaient des images ça pouvait être des singes de Board Yard Club ou des CryptoPunks et les afficher sur Twitter ou Instagram. Et donc, les gens imaginent qu'un NFT, c'est ça. Mais en fait, non, ça peut être plusieurs autres choses. Donc, effectivement, dans les catégories des NFT, on a de l'art numérique, on a les collectibles, donc ce sont ces objets dont j'ai évoqué tout à l'heure de collection.
On a aussi, on retrouve les NFT dans la catégorie du gaming, on retrouve les NFT dans la catégorie des métaverses, on retrouve les NFT dans la catégorie du sport et on retrouve les NFT dans la catégorie des utilities. Alors, le terme utilities, les gens vont se demander, oui, mais c'est quoi? En fait, vous pouvez aujourd'hui imaginer détenteur de NFT, je veux par exemple acheter du Bitcoin ou me procurer du Bitcoin que je n'ai pas, mais je n'ai que des NFT. Mes NFT ont de la valeur. Il existe aujourd'hui des plateformes qui vous disent, vous voulez du Bitcoin, je peux vous emprunter à condition que vous me donnez en collatéral les NFT que vous avez dans votre portefeuille. Eh bien, ce processus, cette plateforme, ça rentre dans la catégorie des utilities. Alors, l'évolution du marché des NFT en 2021. En 2021, effectivement, on a commencé à entendre énormément parler des NFT parce qu'il y a eu l'œuvre de Beeple qui a été vendue à des millions de dollars, mais pas que. Il y a eu énormément d'œuvres qui ont été vendues à des millions de dollars et les gens ne comprenaient pas pourquoi c'était le cas. Alors, dans les catégories, comme vous pouvez le constater, en Q1, en bleu, c'est $. En Q1, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'en fait, la part du marché qu'occupait l'art numérique représentait 43% en Q1, contre, par exemple, 14% en Q2. Donc, vous allez regarder, ce bloc représente le Q1, le deuxième bloc représente le Q2 par rapport aux différentes catégories. 43% de l'art en Q1, 14% par rapport à l'art en Q2 et seulement 9% en Q3. Ces données proviennent d'un agrégateur de données qui s'appelle nonfungible.com. Ils sont spécialisés dans la récolte de données et c'est sur base de nonfungible.com que j'ai pu me procurer ces données-là. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que en fait, l'art a eu, on va dire, du succès en Q1 et en Q2, mais à partir du troisième trimestre de l'année dernière, ça a commencé à baisser. Donc en bleu, vous avez l'art où vous remarquez qu'en fait, au fur et à mesure, ça commence à baisser. Et en Q2, par contre, ce qui a augmenté, c'est au niveau des collectibles. Au niveau des collectibles, premier trimestre de Q1, on était largement en deçà des 15% pour les collectibles. Donc, les collectibles, ce sont ces images qui ont été vendues à des sommes folles. Et en Q2, qu'est-ce qu'on remarque? Que, en fait, la part du marché qu'occupaient ces collectibles avait explosé jusqu'à dépasser les 65%. C'est seulement vers Q3 que on va dire qu'il y a eu un semblant d'émergence du métaverse. Et pareil pour le gaming, on a eu donc 2% en Q1, 5% en Q2 et puis 7% en Q3. Alors, focus sur les plateformes sur la catégorie de l'art. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, dans la catégorie de l'art, les petits carrés que vous voyez devant vous représentent les plateformes qui vendaient ces arts numériques. Et en Q1, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une des plateformes qui s'appelle SuperArt. C'est cette plateforme qui occupait le plus gros. En tout cas, c'est à travers cette plateforme que s'opéraient les plus grosses transactions concernant l'art numérique, suivi de Maker's Place. En Q2, on voit que c'était toujours SuperArt qui était c'était la plateforme qui était la plus utilisée. Et en Q3, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une émergence de plateformes, énormément de plateformes qui sont sorties en Q3, parce qu'il y a eu un effet tellement, on va dire, il y a eu une hype tellement énorme que toutes les plateformes se sont dit, bon, bah voilà, il y a quelque chose à se faire, il y a un véritable marché, on va s'y lancer. Et c'est ça qui explique en fait cette variation où SuperArt, qui était un des pionniers, a commencé à perdre des parts de marché dans cette catégorie. Alors, on va passer au métaverse. Et alors, Emilien, je te laisse la parole. Et à moi de reprendre la parole. Merci beaucoup, Prince. Je vois que le chrono a beaucoup tourné durant ton intervention. Donc, je vais essayer de faire assez synthétique. J'avais demandé à Prince de mettre une image en fait pour représenter le métaverse.
parce qu'on nous demande souvent finalement le métavers, c'est quoi? La réponse aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment. On est vraiment au début, à la toute création de quelque chose qui devrait devenir énorme et qui devrait prendre une place de plus en plus conséquente dans nos vies. J'aime bien cette photo de Decentraland parce que le métaverse, c'est quand même, a priori, un univers virtuel, un monde virtuel. La différence avec un jeu que peut-être vous avez connu qui s'appelait Second Life dans les années 2005-2010, la différence par rapport à ça, c'est que finalement, le métaverse, c'est surtout un lieu où finalement les utilisateurs vont pouvoir échanger. Ils vont pouvoir échanger, dépenser, gagner, que ce soit de la crypto-monnaie ou des crypto-actifs. Ça fait vraiment une différence fondamentale parce qu'en fait, on crée des écosystèmes et qu'on appelle aujourd'hui métaverse. Alors, non pas pour contredire ce qu'Alfonso disait en tout début, en introduction, euh, aujourd'hui, il est quand même difficile de se prévaloir d'être des experts du métaverse parce qu'encore une fois, on est vraiment au début de la révolution, on est au début de tout ça. Donc, avec Prince, avec notre associé Cédric aussi, évidemment, on y réfléchit beaucoup parce qu'il y a encore tout à construire, il y a encore énormément de questions. Sur la partie juridique, par exemple, il y a encore beaucoup de questions. Bah, je ne vais pas vous l'apprendre, mais en France, on aime bien réglementer et prendre notre temps pour réglementer. Donc, le temps que le sujet arrive aux oreilles de nos chers députés et sénateurs, il va se passer encore un petit peu de temps. En revanche, il y a déjà les premières interrogations, et notamment sur l'identité. Il y a un gros travail sur l'identité numérique aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer sur les problématiques d'usurpation d'identité dans le métaverse, par exemple. Donc ça, c'est les vrais questionnements sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment avec Maestria Blockchain. Parfait. Non, tu peux rester sur la slide après, parce que ça me fait une bonne transition. Un autre sujet qui est entre guillemets en vogue en ce moment, c'est le Web3. On aurait peut-être dû commencer par là, parce que finalement, pour moi, et c'est quand même des définitions qui sont, j'allais dire, personnelles. Alors, oui et non, parce qu'on travaille quand même beaucoup sur le sujet avec des associations, avec nos pairs sur le secteur de la blockchain, mais c'est pareil, le Web3, c'est vraiment quelque chose qui est en cours de construction aujourd'hui et dont la définition n'est pas encore arrêtée. Les contours ne sont pas tout à fait encore définis. Alors, j'avais écrit un article il y a quelques semaines de ça, justement, sur le Web3 pour essayer de clarifier un petit peu notre vision de ce que ça peut être. J'avais fait une image, vous verrez tous que je ne suis pas graphiste parce qu'elle est à droite. Euh, mais pour moi, le Web3, voilà, c'est un vrai assemblage de technologies dans le sens où ça comprend la blockchain, évidemment, qui est au cœur de tout ça, parce qu'on est vraiment dans de la décentralisation, quoi qu'il en soit. Il y a aussi les applications, ce qu'on appelle les applications décentralisées. Pour faire très simple, avant, quand on déployait une application, on la déployait sur un serveur, pour faire simple. Aujourd'hui, quand on déploie une application décentralisée, on la déploie sur l'intégralité des nœuds d'une blockchain, pour faire assez schématique. Le Web3, ça comprend aussi les NFT, les cryptoactifs. C'est ce qui va permettre justement les échanges au sein d'un métaverse, par exemple. Évidemment, les portefeuilles numériques qui sont, Prince en parlait tout à l'heure, qui sont finalement les réceptacles pardon, des biens numériques qu'on détient, que ce soit encore une fois des NFT ou des cryptos numériques, ou des cryptoactifs, pardon. Les métaverses, on vient d'en parler, et finalement, j'ai inclus dedans aussi ce qu'on appelle les DAO, donc comment on dit en français, les organisations autonomes décentralisées, qui là sont plus un concept finalement qu'un outil à part entière. Peut-être pour illustrer un petit peu tout ça, voilà, l'image à gauche est assez parlante. Aujourd'hui, vous utilisez certainement Chrome. Moi, j'utilise Brave depuis un certain moment. C'est une vraie application décentralisée, justement, qui fonctionne sur une blockchain. Alors, c'est encore plus parlant le système de stockage. Aujourd'hui, IPFS, qui est le système de stockage assez commun qu'on retrouve dans beaucoup de projets blockchain, qui est vraiment un stockage décentralisé. Donc, encore une fois, pas sur une base de données unique, mais vraiment déployé sur plusieurs, sur plusieurs, serveurs, pardon. Voilà, vous avez pas mal d'exemples là-dessus. Un autre qui vous parlera aussi peut-être
plus, c'est la messagerie, en l'occurrence la messagerie Status, qui est vraiment une application Web3 qui est en avance sur son temps, on va dire, parce qu'elle essaye elle a été conçue sur les principes, les fondamentaux du Web3. Donc, on ne sait pas s'ils existeront encore demain, mais en tout cas, c'est un vrai pari. Et toujours au cœur de tout ça, la décentralisation, notamment. Un dernier mot là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du Web3, mais finalement, une des questions qui revient souvent, c'est quoi? Donc, je viens de vous donner un aperçu. Peut-être pour comprendre un rapide historique, et je vais m'arrêter là. Mais on a eu, dans les années 80-90, pour faire simple, le web, ce qu'on appelait le web 1, le premier web qui permettait de faire une chose, c'est-à-dire qui permettait de lire les informations. On lisait sur Internet, sur un navigateur, ce qu'on nous donnait. Ensuite, dans les années 2000, on a eu l'apparition du web 2, qui est commun aujourd'hui, que tout le monde connaît et utilise au quotidien. Le web 2, c'est quoi? C'est non seulement la lecture, mais aussi l'écriture. Donc, c'est évidemment l'arrivée et l'essor des réseaux sociaux qui nous ont permis de communiquer, d'échanger, etc. Le web 3, dans cette logique, c'est évidemment la lecture, évidemment l'écriture, mais c'est aussi ce qu'on va appeler la valeur. C'est ce que je disais, c'est ce que j'essayais d'illustrer tout à l'heure, c'est le transfert de valeur et le fait que on va pouvoir détenir des choses, se les prêter, se les échanger, gagner de l'argent pour ça, en dépenser, etc., etc. Il y a un vrai changement de paradigme, mais je ne veux pas aller trop loin parce que je suis intarissable sur le sujet, je peux parler des heures, mais il y a un vrai changement de paradigme entre le Web 2 et le Web 3 dans le sens où la décentralisation, j'insiste là-dessus, qui peut être un peu lourd, mais est vraiment au cœur de tout ça, dans le sens où, pour caricaturer à l'extrême, aujourd'hui, si on avait un Facebook, tiens, par exemple, qui s'est renommé Meta, comme le disait tout à l'heure Alfonso, Facebook aujourd'hui, c'est une entité centrale, des millions, voire des milliards d'utilisateurs, et Facebook qui centralise finalement les données pour les revendre. C'est son modèle économique ultra schématique. Un Facebook à l'ère du Web 3, ce serait un site sur lequel on peut échanger des informations, etc., mais dans lequel, en fait, chacun pourrait aussi détenir de la valeur, que ce soit ses données ou autre chose. Et en fait, au-delà de ça, il y a un concept qui est assez fondamental, c'est que le Web3, en fait, remet l'utilisateur au cœur du fonctionnement, finalement, des systèmes, des différentes applications qu'on utilise au quotidien et qui peuvent être un navigateur, un portefeuille, une application de messagerie, une application de réseau social X ou Y, etc. C'est vraiment l'essence de ça, le Web3, c'est de replacer finalement, d'arrêter avec cette idéologie du Web2 avec les gros acteurs qu'on appelle les GAFA ou leurs homologues chinois et de créer finalement quelque chose qui soit plus égalitaire avec une meilleure répartition des richesses, si je puis dire quelque part. Ça, c'est un peu l'idéologie du Web3. Depuis tout à l'heure, je vous dis, on est vraiment au début de quelque chose. C'est l'idéologie. Est-ce que ce sera ça dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 50 ans? Je ne sais pas là. J'espère être là pour le voir, mais je n'ai pas encore la réponse, malheureusement. Je m'arrête là. Merci, merci Emilien pour ton intervention. Alors, oui, hein, donc on a vu, enfin là on va parler de certains cas d'usage. L'année dernière, il y a eu énormément de transactions qui ont été opérées sur le marché des NFT, notamment les collectibles, où en fait, il y a eu des transactions à hauteur de près de 2 billions de dollars, rien que pour le Bored Ape Yacht Club. Dans l'univers du gaming, avec Axie Infinity, il y a eu plus de 3 milliards de transactions qui a été opérées là-dessus. Et sur le Metaverse, par exemple, on était un peu moins. Ça avait commencé tout doucement à intéresser les grands artistes, où notamment vous aviez eu euh, comment hop, ça passe pas. Vous avez eu, je pense, Snoop Dogg qui même dans Sandbox avait organisé un concert et qu'on verra par la suite. Dans les cas d'usage, en fait, comment ça se passe? C'est qu'en fait, vous avez des collections de NFT qui, en général, sont vendues à un certain nombre limité.
Pourquoi ces collections sont vendues à un certain nombre limité? C'est justement pour créer un effet de rareté autour de ces NFT. Alors, il y a des NFT qui, effectivement, peuvent aujourd'hui permettre à celui qui le détient à avoir certains avantages. Donc, celui qui aime bien jouer aux jeux vidéo, par exemple, peut bénéficier de certains avantages liés à des jeux vidéo ou alors à d'autres avantages que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, il y a eu, donc tiens, voilà, ça c'est le cas où on a eu des artistes qui ont surfé justement sur la vague des métaverses par exemple, organisant un concert dans Sandbox, dans le cas de Snoop Dogg. Dans le cadre de l'hôtellerie, vous avez une société qui s'appelle Pink Tada. Alors, elle est particulière, cette société, parce qu'en fait, Pink Tada veulent, on va dire, changer la façon dont on loue les chambres d'hôtel. Aujourd'hui, lorsque vous louez votre chambre d'hôtel, vous déterminez les nuitées. Vous n'êtes pas à l'abri d'annulation ou alors d'un événement qui fait que vous ne pouvez plus y aller. Alors, Pink Data, justement, propose de créer une marketplace où, en fait, vous n'allez pas, on va dire, réserver de façon stricte, c'est-à-dire que vous allez acheter des jetons et, en fait, ces jetons vont vous donner d'abord deux choses. Premièrement, vous pouvez visiter tous les hôtels qui sont inscrits sur cette plateforme de façon métaversique, entre guillemets. Donc, vous êtes plongé dans cet univers. Vous pouvez effectivement voir l'état des chambres, l'état du hall d'entrée, du parking, etc. Et dans un deuxième temps, vous avez la possibilité de vendre vos nuitées en cas d'indisponibilité, rien qu'en revendant votre token sur la plateforme. Donc, demain, vous pouvez, par exemple, vous connecter sur Pinktada et voir qu'il y a un token qui vend, on va dire, l'équivalent de 2 nuits à passer au Hilton, par exemple. Donc, c'est leur idée de le faire. Vous avez par exemple dans l'automobile avec la société qui s'appelle Connect qui aujourd'hui veut centraliser toutes les données par exemple liées à votre véhicule. Donc dès que la voiture sort de l'usine, avant la mise à disposition dans la vente, en fait, tous les renseignements relatifs au véhicule sont renseignés dans un NFT. Et à chaque fois que cette voiture sera revendue, qui va passer, que ce soit du concessionnaire vers un acheteur ou d'un acheteur vers un autre acheteur, eh bien, la vente de la voiture va accompagner aussi le NFT qui renseigne en fait toutes les informations liées à l'historique de la voiture. C'est une société française qui d'ailleurs va lever les fonds fin février et qui ont déjà lancé leur application en ligne. Alors, pour pas s'étaler, en fait, vous avez énormément de cas de différents secteurs qui vont en fait surfer sur la technologie blockchain, NFT, métaverse, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'agroforesterie, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, que ce soit dans le secteur de l'éducation. Bref, différents secteurs vont commencer à surfer sur cette vague parce qu'en fait, il y aura deux choses. La première des choses, c'est qu'ils vont essayer de créer des opportunités, premièrement. Deuxièmement, ils vont essayer de répondre, que la technologie puisse répondre à certaines problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Et troisièmement, certaines entreprises, en fait, n'auront pas peut-être pas le choix en termes de leur business et seront amenés à orienter en fait leur modèle économique et surfer sur cette vague. Voilà un peu. On a essayé de faire un peu court, mais on n'est pas parvenu. Voilà un peu l'idée d'aujourd'hui de parler de la blockchain, des NFT, des métaverses, parce qu'en fait, il y a un véritable engouement et en fait, nous sommes vraiment en plein dedans. Il faut saisir certaines opportunités et nous sommes justement là pour accompagner certains porteurs de projets dans la compréhension et en fait dans le cadrage de leur activité. Et c'est la raison première en fait de Maestria, c'est-à-dire de vraiment réunir en fait les trois pôles de compétences pour pouvoir donner un rendu, on va dire, très adapté sur mesure à tous les clients que l'on accompagne. Voilà. Écoute, Prince,
merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation. Chers auditeurs, si vous avez quelques questions à poser, même si on a un petit peu dépassé les délais, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir de leur poser. Alors, je disais un petit peu les commentaires des étudiants. Donc, il y en a un, effectivement, qui faisait part au film Ready Player One, qui, je pense, est un bon exemple de peut-être le métavers, c'est ce qui pourrait, entre autres devenir. Et alors, j'avais une question. Il y a une étudiant qui nous demandait une question un peu technique et justement intéressante. Souvent, est-ce qu'il y a des logiciels qui sortent un peu du lot pour créer des NFT, entre autres? Prince, tu veux répondre ou... je vais la faire assez courte. En fait, quand on dit, généralement, il y a un terme qui revient assez souvent, qui est le terme minter un NFT. Minter un NFT, ça veut dire quoi? Ça veut dire instancier un smart contract en fait, sur la blockchain. Donc, je ne reviens pas sur le concept de smart contract. Prince en parlait tout à l'heure. C'est vraiment loger dans un contrat intelligent des informations qui vont être immuables, c'est-à-dire qui ne pourront plus bouger. Aujourd'hui, pour minter un NFT, la manière la plus simple, c'est d'aller sur OpenSea, par exemple, qui est peut-être la plus grosse marketplace de NFT actuellement, de créer un compte ou pas, je ne sais plus trop, et de minter votre NFT. Donc, en 3 minutes, n'importe qui peut le faire. La problématique, c'est que quand on met quelque chose sur une blockchain, ça demande un effort du réseau, et c'est cet effort, en fait, il va falloir le payer. Donc, en l'occurrence, quand vous allez minter votre NFT, on va vous demander de débourser une somme que je n'ai pas en tête parce qu'elle varie tout le temps. Déjà, ça change en fonction du réseau que vous allez choisir. Vous ne payerez pas la même chose si vous mettez un NFT sur Ethereum que sur Polygon, par exemple, ou Solana, j'en sais rien. Et du coup, euh, le nom de l'application, c'est OpenSea. Je suis en train de le voir. Et voilà, donc en fait, créer un NFT, c'est gratuit. Le mettre sur la blockchain, voilà, ça demande un peu de ce qu'on appelle le frais de gaz. Donc, c'est un peu c'est de mettre de l'essence dans le moteur, de payer le réseau, en fait, tout simplement. Bon, merci beaucoup. Bon, alors je vois que il y a certains posent des questions, mais les étudiants répondent directement. Par exemple, il y en a un qui demandait si en dehors de MetaMask, s'il y avait d'autres wallets utilisés. Donc apparemment, Trust Wallet, Ouais. voilà, pourrait convenir. Donc on voit déjà qu'il y en a qui sont courants. Alors, qui suivent. Alors, en plus, ils suivent ça, mais ils vous suivent déjà, puisqu'il y a même, il y a même une question sur ArtTrade. Donc, je vois que certains ont déjà vu que Maestria travaille avec ArtTrade. Donc, elle nous demande si un exchange est prévu sur le projet ArtTrade. Un exchange est prévu, mais on n'a pas le droit de communiquer d'informations. Très bien. Donc, en tout cas, bon, quelque chose qui est prévu, mais ils le sauront en même temps que tout le monde pour respecter les règles, je dirais, les règles de déontologie. Alors, on parle aussi en wallet, apparemment, oui, XDeFi, entre autres. Voilà. Après, il y avait une question un petit peu philosophique, hein, une question éternelle, qui est est-ce que, à votre avis, on se dirige vers une société où il n'y aura plus de cash, il n'y aura plus de liquidité, entre autres? Je veux bien répondre à cette question, mais alors déjà, je vais y passer des heures si je réponds, parce que Oh, rapide. c'est quelque chose que j'aime bien. C'est évidemment, on a l'impression que c'est un peu le sens de l'histoire. Il y a déjà des sociétés dans lesquelles, en Asie du Sud-Est, et même dans les pays nordiques, en Suède, par exemple, on atteint des taux
de sociétés sans cash qui sont assez hallucinants. C'est vrai qu'on est dans une logique de dématérialisation, donc quelque part, c'est un peu le sens de l'histoire. Par contre, les questions derrière ça, ça va être qu'est-ce que ça change finalement pour l'utilisateur. En ce moment, alors, je pense que pour faire très rapide, je pense que vous aviez tous vu Facebook il y a quelques années avait annoncé Libra, donc avait annoncé sa monnaie, etc. Il y a eu une réaction un petit peu épidermique de tout ça aux États-Unis et en Europe, qui était de dire oula, c'est dangereux pour nous, donc il va falloir qu'on réagisse. En l'occurrence, c'est comme ça. Pas tout à fait, mais pour caricaturer, que le sujet de ce qu'on appelle les CBDC est arrivé sur la table. Donc, les CBDC, c'est les Central Bank Digital Coin, donc les monnaies numériques de banque centrale en français. Et c'est quelque chose qui, clairement, est en train d'arriver, qui est sur la table, notamment de la BCE depuis quelques années maintenant. On y travaille. Moi, je suis assez persuadé, à titre personnel, qu'on va tous utiliser un euro numérique d'ici 5 à 10 ans, je pense, quelque chose comme ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et encore une fois, les vraies questions derrière, c'est parce que finalement, une société cashless, c'est intéressant, c'est facile, on a tous un téléphone ou une carte bleue, c'est beaucoup plus simple. Par contre, quid de la traçabilité, par exemple, derrière qui est à l'origine de ça, de la surveillance, quid du contrôle des États, notamment sur les citoyens vis-à-vis de la monnaie. Ça pose vraiment des questions fondamentales et philosophiques sur l'utilisation même de la monnaie. Est-ce que c'est un droit? Quel droit on a quand on a de la monnaie, etc., etc. Donc voilà, on peut en parler très longtemps, mais a priori, en tout cas, c'est un avis personnel, j'ai l'impression que oui, on se dirige vers des sociétés de plus en plus cashless. Écoute, merci. Alors, il y a une question auquel je vais répondre et comme ça, on va conclure et puis je dirais comment vous contacter et ceux qui avaient des questions peut-être un peu plus techniques dans lesquelles on pourra rentrer dans le sujet. Quelqu'un posait effectivement une question concernant si la métaverse était le futur de la finance. Bon, je vais répondre à cette question parce que, en fait, déjà le point, faut déterminer ce que c'est la finance, parce que la finance, c'est excessivement large. Ce qu'on a pu voir avec la technologie blockchain, c'est que elle s'est souvent adressée, entre autres, aux moyens de paiement. Où là, c'est des infrastructures excessivement lourdes qui existent et la technologie d'aujourd'hui permet d'améliorer. Naturellement, il y a le lobby des banques qui ralentit un peu ces données, mais disons que les premières applications, elles vont dans ce sens-là. Ensuite, on parle beaucoup, entre autres, de commerce, puisqu'on parle énormément d'échanges, en fait, de matérialiser, de pouvoir échanger, de l'art, des biens de consommation. Donc voilà. Ensuite, on a la finance, je dirais, traditionnelle, au sens de, par exemple, la banque, les métiers de la banque. Bon. On voit que ce sont des structures politiques, ce sont des structures qui sont finalement lentes, dans lesquelles il y a un cadre juridique qui doit être excessivement bien encadré. Et donc, finalement, la blockchain, qui n'est plus une technologie finalement si jeune que ça, hein, puisque elle a dû commencer il y a quasiment plus de 20 ans, un peu après les débuts, et on voit que les applications dans la banque sont lentes. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été portés. Mais je pense que le terme projet est bien adapté, comme il y a entre autres une obligation blockchain qui a été émise par une filiale de la Société Générale. Il y a la banque, en fait, toutes les banques ont un laboratoire. Chez les Big Four, tous les départements ont entre autres un laboratoire blockchain, mais sur des projets qui sont aujourd'hui réellement difficiles à monétiser. Et pas évident de développer effectivement ce monde-là qui est finalement assez stable et qui a besoin de sécurité, entre autres. Ce qu'on voit d'ailleurs de manière assez étonnante, c'est que on a la blockchain, c'est principalement en tout cas dans les métiers de la banque, installée plutôt dans les back-office, avec l'idée de pouvoir sécuriser, entre autres, les transactions, améliorer les coûts, entre autres, de transactions, puisque ce sont des domaines
qui nécessite énormément de moyens, de personnes, entre autres. Et donc, la blockchain correspond très, très bien au back-office qu'on peut retrouver dans les banques. C'est pour ça que ce métier qui avait l'air un peu ancien, finalement, revient très à la mode parce qu'on a besoin de gens qui maîtrisent les back-office pour pouvoir mettre la technologie blockchain à son service et l'utiliser. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, tout ce qu'on a parlé ce soir, on parle de nouvelles technologies, mais qui vient s'appliquer à un monde bien réel. On parle des œuvres d'art, on parle de bouteilles de champagne, on parle de toute une série de choses, de possession en réalité de titres. Et donc, il faut d'abord bien maîtriser un sujet pour ensuite pouvoir lui appliquer de manière intelligente la blockchain. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi de ceux qui voudraient s'ultra spécialiser dans un domaine qui est assez volatile. Et souvent, il vaut mieux se spécialiser lorsqu'on parle de blockchain à partir du moment où on maîtrise certains sujets. Il est évident que ceux qui ont une forte connaissance, par exemple, dans l'art, ont eu plus de facilité à se développer à la blockchain, alors que quelqu'un qui ne connaît strictement rien dans l'art et qui a quand même des connaissances dans la blockchain. Donc, oui, la métaverse est là pour demain, et entre autres dans le commerce. Et on a souvent vu, en tout cas moi sur LinkedIn, par exemple, pour être un magasin H&M, dans la métaverse avec des images qui sont complètement dingues, et donc ça donne envie déjà de l'utiliser. Donc là, on parle de finance au sens de commerce, au sens d'échange. Après, voilà, les mastodontes bancaires traînent toujours un petit peu des pieds et veulent une sécurité maximale, et ce sont des investissements qui sont massifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a, et souvent pas mal de jeunes, qui sont ce qu'on peut appeler dans des laboratoires, entre autres de banques, dans lesquels il y a beaucoup de projets qui sont portés, et ils sont à l'écoute, et avoir une bonne connaissance de cette technologie est réellement un plus pour pouvoir éventuellement intégrer ces laboratoires d'aujourd'hui qui espèrent créer des business units complètes de développement, et donc sont souvent portés par des grands groupes qui ont les moyens de faire ce qu'on peut quasiment appeler, entre autres, de la recherche. Alors, ce que je vous propose, c'est, si vous avez encore certaines questions telles auxquelles on n'a pas répondu, parce que il va être bientôt 20h30 et certains ont peut-être faim après une longue journée de travail. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez envoyer les questions à l'équipe. Je les ferai parvenir et on vous fera un retour personnel à ce moment-là. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez contacter nos chers amis, sachez qu'ils sont à titre personnel, parce que c'était la demande de quelqu'un, ils sont sur LinkedIn. Je sais qu'ils sont très réactifs, et donc ils seront certainement, même malgré leur emploi du temps très chargé, plaisir, dès qu'ils ont un petit moment, de pouvoir, entre autres, de pouvoir vous répondre. Voilà. En tout cas, je voulais, Emilien et Prince, je voulais vous remercier, parce que c'est vrai que c'est un sujet avant-gardiste, mais on doit être avant-gardiste, et pour les jeunes, c'est une grande opportunité, parce que il n'y a pas réellement, il n'y a pas l'école de la métaverse, hein, comme il n'y avait pas l'école de la blockchain, et donc vous-même, vous avez appris vous-même. Et c'est ce qu'on essaie chez Financia d'apporter à nos étudiants, c'est de se dire, effectivement, l'école va vous apporter un tas de connaissances, mais ce qu'on veut aussi, c'est éveiller votre curiosité, hein, et que vous sachiez apprendre par vous-même, parce que, comme le disait très bien Emilien, c'est que peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura d'autres technologies, peut-être. On ira peut-être beaucoup plus loin, je pense entre autres à la 3D, donc on peut imaginer des choses complètement incroyables. On a vu des films qui sont là.
Et en fait, vous, les jeunes, vous serez les acteurs de demain et votre capacité, ce sera cette capacité d'auto-apprendre, de cette capacité de curiosité, cette capacité de développement. Je connais un petit peu le parcours de Prince. Donc, il était chez Deloitte, chez un Big Four. Donc, j'irais presque un parcours finalement classique. Hein. Donc, beaucoup de nos étudiants travaillent aujourd'hui chez les Big Four et il a su prendre un virage. Mais je pense que ce virage fonctionne parce qu'il avait des acquis sur des méthodes de travail qui étaient réellement solides. Et comme vous avez pu le constater, il n'a pas monté son entreprise juste en sortant de l'école. Il avait quand même une expérience importante, significative à l'international dans un grand groupe. C'est vrai qu'on parle énormément d'entrepreneuriat. Il ne suffit pas d'avoir une idée, parce qu'on peut tous avoir des super idées. Il faut avoir les moyens de les mettre en pratique. Un, avec du réseau en trouvant des associés. Et ce que je trouve est réellement un plus chez Maestria, parce que quand on est tout seul, bon, bah, finalement, on a des champs limités. Et vous voyez, comme il nous bien décrit dans cette présentation, les connaissances transversales qu'il faut avoir, elles sont importantes. Donc, à une seule personne, on ne peut pas les maîtriser. Donc, là, ils ont carrément un cabinet d'avocats ensemble. Je veux dire, et puis eux-mêmes apportent, Émilien et Prince, des connaissances. Donc, mon petit conseil de ce soir, c'est soyez forts dans les domaines déjà traditionnels qui existent et vous serez encore beaucoup plus à l'aise pour aller au-delà. En tout cas, ce que je suis ravi, c'est que beaucoup de nos étudiants, et ça a été confirmé un peu dans les discussions qui sont sur le côté, s'intéressent à ce secteur. Je savais qu'il allait énormément intéresser. On a eu quasiment plus de 400 personnes connectées, donc ça fait quand même pas mal de monde pour un sujet très, très avant-gardiste. Voilà. Et puis, j'espère que, alors c'est la première masterclass qu'on a eu avec Année Alumni, et puis j'espère qu'on aura l'occasion un jour, vous étudiants qui regardez cette masterclass, être aussi de l'autre côté hein, et que je puisse vous contacter pour faire bénéficier à nos futurs jeunes apprenants leur développement, leur création, leur entreprise. Voilà. Écoutez, sur ce, merci beaucoup Prince et Émilien. Merci beaucoup, Alfonso. On va vous suivre, entre autres, sur LinkedIn parce que vous communiquez très, très bien et en plus, vous avez des projets qui sont réellement en pointe et qui connaissent un certain succès. Et donc, je pense qu'il y a plein d'annonces qui vont, il y a plein d'annonces qui vont arriver. Et donc, on va se faire un plaisir de vous suivre sur ces points-là. Et puis, on vous souhaite vraiment énormément de réussite pour votre entreprise, même si c'est déjà quand même excessivement bien parti et très rapidement, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais moi, je sais qu'il y a des gros dossiers qui sont en cours dans lesquels on collabore un peu ensemble, et puis sans dévoiler quoi que ce soit. Comme on était la première école à accepter le Bitcoin, une des premières écoles à donner des cours, entre autres, sur la blockchain, bon, sachez que pour tous les, ça c'est un peu un scoop, mais que Financia est en train de travailler de manière active sur la métaverse. Et naturellement, pour ça, on a pris des gens de talent, hein, donc c'est-à-dire Maestria Blockchain, qui accompagne Financia sur toutes ces réflexions, sur comment on peut apporter un meilleur enseignement à nos étudiants et comment on peut mieux faire connaître les métiers de la finance sur le métaverse. Donc, on sera encore pionnier et ce sera un grand succès parce qu'on est excessivement bien accompagné. Et si on est bien accompagné, c'est aussi grâce au réseau financier. Donc, regardez bien vos collègues qui sont… alors, je sais que vous retournez quasiment en classe tous maintenant, mais regardez bien vos collègues à gauche, à droite. Mais sachez que les pépites sont à côté de vous et vous aurez des gens très talentueux. Et d'ailleurs, ça fera peut-être même des collègues à embaucher dans le futur pour les entrepreneurs ou les intrapreneurs, hein, des gens qui vont diriger des pôles, et on en a beaucoup dès les anciens. Voilà. On arrive à 20h30, j'avais promis de ne pas couper plus loin. Donc, je vous dis tous merci beaucoup et à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un grand merci, Alfonso, pour l'accueil. Merci beaucoup en tout cas.